Il est 9h02 sur TV Finance et Boursorama, l'heure de prendre le pouls de la bourse. Y a-t-il un risque de réplique après lundi? Les marchés américains ont ralenti un peu hier, alors que le CAC 40, lui, s'est très bien porté. Bonjour Benoît Rousseau. Bonjour Claire. Bonjour, vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Alors la tendance du CAC ce matin, est-ce qu'elle est à la hausse comme hier? Alors là, on est sur les 5230 points sur le CAC 40. On ne peut pas vraiment parler d'une tendance haussière forte, puisqu'on baisse d'un demi% par rapport à la clôture d'hier. Alors pourquoi on a cette différence? Parce qu'on a des indices américains qui se sont plutôt bien comportés hier en première partie de séance et jusqu'à 22h. Et puis dans la nuit, après très précisément 22h01, ils ont commencé à baisser. Ça a été accentué un petit peu dans la nuit asiatique. Et donc, on est maintenant sur une zone en Europe mi-figue, mi-raisin. On a pas mal rebondi. On était porté par les indices américains. Et puis, ils nous ont lâché en cours de nuit. On avait par exemple le Nasdaq a perdu plus de 60 points, plus de 20% dans la nuit par rapport à ses cours de clôture à 22h. Donc ça nous montre qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes sur les marchés, mais on va tenter un rebond. On est sur une zone intéressante, 5200 points en point bas, 5250 qui sera vraiment une zone intéressante à aller rechercher pour se stabiliser et peut-être attendre cette fin de vague baissière qu'on connaît depuis en fait la semaine dernière, la fin de la semaine dernière. Ça a commencé doucement à baisser, surtout sur les indices américains. Et puis on a eu notre décrochage brutal lundi. Et depuis, on vit toujours là-dessus avec, il faut vraiment le souligner, une volatilité qui est très forte. Ça balance à tout va dans les carnets d'ordre. Donc on sent qu'il y a des gens qui ont été extrêmement impactés, touchés sur certains hedge funds et qu'ils essayent à peu près de s'en sortir comme ils peuvent le mieux possible. Mais on a vraiment des vagues, des accélérations assez fortes. Et puis on a fini la saison des trimestriels américains dans la saison des trimestriels européen, on va dire en tout cas sur le CAC 40 français, mais force est de constater que ça n'a absolument aucun impact les entreprises européennes et françaises à l'échelle mondiale. Et cette semaine en plus, on est dans une zone à peu près vide en statistiques, donc on a eu des prises de bénéfices extrêmement rapide en fait, et c'est proportionnel en fait, cette baisse qu'on a eue, c'est proportionnel à cette hausse qu'on a eue depuis des mois et des mois et des mois. Voilà, une petite claque sur les marchés, mais par rapport à ce qu'on a pris sur les dernières années, c'est vraiment rien du tout. Il n'y a pas encore de panique, on espère qu'il n'y en aura pas, mais c'est un marché qui est tendu, on s'en rend bien compte. Là, on revient à l'instant sur les 5250, dont j'en parlais il y a à peine 30 secondes. Donc on voit vraiment qu'on a un marché qui cherche à se raccrocher à des supports. Vous parliez de volatilité, justement. On a pu voir que le VIX, même s'il est repassé en dessous de la barre des 30 points, atteint ces derniers jours et même ces dernières semaines des taux sans précédent, des seuils sans précédent. Oui, absolument. Donc ça, c'est vraiment le bon indicateur. Le VIX, on le surnomme aussi l'indice de la peur. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il a une pointe assez forte et assez rare. La dernière fois qu'on a eu un VIX au-dessus de 30, c'était sur les crises de 2007 et 2011. Mais ce qui est anormal, c'est qu'on a eu un VIX aussi bas depuis des années et des années. On a eu des VIX historiquement extrêmement bas. Donc c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle un rebond quand vous êtes extrêmement bas. C'est normal. On est en fait un peu effet inverse, c'est un peu l'effet yo-yo que je connais bien sur les régimes. Quand vous perdez 20 kilos, vous en reprenez 10 assez rapidement en fait. D'accord. Donc c'est comme un régime, la crainte sur les marchés, ça revient forcément. Un autre point récurrent, on a pu parler du rôle des banques centrales qui ont tellement voulu doper l'économie et ont quelque peu drogué les marchés. Oui, alors là,
on est tout à fait d'accord, ça fait quelques années qu'on le dit, on était sous perfusion d'argent gratuit, même plus que gratuit, parce que pour certaines banques centrales, elles donnaient de l'argent pour qu'on leur emprunte de l'argent pour que ce soit réinjecté dans l'économie. Alors, on a forcément la mémoire courte. Il ne faut pas oublier que si elles ont fait ça, c'est que le système était en train de s'écrouler. Les banques n'avaient absolument plus confiance entre elles. Il n'y avait plus de circulation monétaire. Et un système où il n'y a plus de circulation monétaire, les entreprises font faillite et le système, entre guillemets, capitaliste, le méchant système capitaliste qui crée de l'emploi et qui nourrit la moitié de la population active, s'effondre. Donc c'est pour ça qu'on a eu ces injections de liquidités massives. Alors ça a duré certainement beaucoup trop longtemps. On n'a jamais eu autant une politique keynésienne de relance aussi forte de l'histoire. Et donc, oui, au bout d'un moment, c'est exactement comme pour les régimes. Quand vous arrêtez le sucre, d'un seul coup, de manière brutale, vous avez une phase de dépression. Et on a la petite phase de dépression sur les marchés. On leur dit attention les gars, dans un mois, 2 mois, 3 mois, l'argent gratuit c'est fini. On va arrêter le shoot au sucre. Et voilà, c'est comme quand on m'annonce que je vais faire un régime lundi, le dimanche soir, je commence à tirer la gueule. C'est à peu près ce que faut marcher. Alors on comprend bien la métaphore du régime, mais justement, comme les indicateurs reviennent tous au vert, aux États-Unis, en Europe, il serait peut-être temps que les banques centrales sortent de cette politique-là. Notamment, on voit que la Banque centrale européenne a du mal à sortir de sa politique de quantitative easing et qu'elle est encore engagée dans de nombreux rachats d'actifs. Et on cite un horizon à l'automne prochain pour la fin de tout ça. Oui, alors effectivement, on est, enfin surtout en Europe, on est bloqué. Ils sont vraiment dans une situation difficile au niveau européen. Ce qui a entre guillemets sauvé à la fois la zone Europe et ce qui nous permet d'avoir une croissance relativement molle par rapport à ce qui peut se faire en Asie et ce qui peut se faire aux États-Unis d'Amérique, c'est cet argent-là. Parce que, effectivement, quand la BCE prête entre guillemets gratuitement 100 €, il y en a quand même une partie qui arrive dans l'économie réelle. Alors ça pose aussi un problème parce que une chose que personne n'a encore trop soulevée, c'est que injecter des liquidités, forcer les banques entre guillemets à réinjecter de l'argent dans l'économie réelle, c'est aussi les forcer à prêter de l'argent forcément à des entreprises qui ne sont peut-être pas extrêmement stables ou qui ne sont pas extrêmement fortes. Et ça, on va le reprocher. On a, on va dire, le pouvoir économique politique qui dit aux banques, on vous donne de l'argent, vous en prêtez absolument pour relancer l'économie, aux entreprises et tout ça. Si vous ne le faites pas, on vous met même, entre guillemets, des formes d'amende. Donc, les banques commencent à prêter. Et je pense qu'on va leur retomber sur la figure si on a une crise en disant, regardez, elles ont donné de l'argent à des sociétés à des canards boiteux, si je reprends une métaphore des années 70. Donc, voilà, je pense qu'on a un bon bouc émissaire. Quoi qu'il arrive, on va taper sur les banques de toute façon. Merci Benoît Rousseau. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.